7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Hier, l'hélicoptère du président iranien a été localisé après qu'il a percuté une montagne au nord-ouest de l'Iran. Les équipes de secours ont ainsi rapidement confirmé la mort d'Ebrahim Raisi ainsi que de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Alors que l'Iran est en deuil, la France a d'ores et déjà présenté ses condoléances. Et désormais, l'on se demande comment les choses vont se profiler pour l'Iran qui se retrouve privé de deux personnages essentiels de sa politique. Avec nous pour faire le point, Renaud Girard, grand reporter au Figaro, dans lequel il publie ce matin une tribune à ce sujet. Bonjour Renaud Girard. Alors, attendez. Vous m'entendez bien ou pas? pas? Vous entendez très bien. Vous nous entendez aussi? Oui, parfaitement. C'est parfait. Alors, est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous dresser le bilan d'Ebrahim Raisi pour qu'on comprenne un peu mieux qui était cet homme, au-delà d'être le président de l'Iran, qu'est-ce qu'il représentait pour la politique iranienne? C'était un du régime. Il vient du secteur judiciaire au départ. Il a été accusé d'avoir commis ce qu'on appelle, un peu comme en France, les massacres de septembre. Vous vous souvenez, les massacres des prisonniers euh, en septembre 1792 dans les prisons françaises sous le début de la terreur. Et là, il s'agit un peu de massacres de prisonniers qui avaient été commis euh, à la fin de la guerre Iran-Irak, quand euh, l'imam Khomeini, c'est-à-dire le chef de la révolution iranienne, celui qui avait remplacé le Shah, si vous voulez, après des manifestations gigantesques à Téhéran, l'imam Khomeini, donc, se sentant fléchir, a cru que les forces contre-révolutionnaires pouvaient détruire le nouveau régime théocratique qu'il avait mis en place et pour le rassurer, ce Raïssi et d'autres avaient ordonné ces massacres dans les prisons. Lui, il s'en est toujours défendu, mais je crois que les faits sont avérés. Et ensuite, après des essais, quelques épisodes libéraux en Iran, notamment autour des années 1990, 2000, vous avez eu un tour de vis avec la présidence Ahmadinejad, et puis surtout vous avez eu un nouveau épisode plus ou moins libéral, en tout cas un épisode d'une politique de tentative de réconciliation avec l'Occident, avec le président Rouhani, qui était là pour 2 mandats, c'est-à-dire 8 ans. C'est là qu'on a abouti aux accords avec l'Occident, les accords du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien. Mais ces mêmes accords internationaux ont été dénoncés de manière unilatérale par les Américains. Donc, le deal, c'était que l'Iran cesse ses opérations d'enrichissement d'uranium. En échange, il était libéré des sanctions et pouvait devenir une grande puissance commerciale du Moyen-Orient. Tout ça s'est écroulé lorsque les Américains sont revenus avec Trump sur leur parole, et après la présidence Rouhani, tous les candidats un petit peu modérés ont été interdits de candidature, et c'est lui qui a été placé par le système. Il avait perdu les précédentes élections et c'est lui qui a été placé par le système pour devenir le président, et qui, faute d'autres candidats contre lui sérieux, a été élu, mais avec une très faible participation. Il y avait moins de la moitié de l'électorat qui s'est déplacé pour l'élire. Il faut préciser ici à vos auditeurs que le pouvoir réel en
l'Iran n'est pas détenu par le président. Le président, c'est une sorte de Premier ministre, comme chez nous, Premier ministre, parce que les grandes décisions sont prises par le guide de la révolution. Depuis la révolution, il y en a eu deux, donc il y a eu Khomeini et l'actuel Khamenei, qui a 85 ans, et qui prend les grandes décisions stratégiques, c'est-à-dire la guerre, la paix, les affaires étrangères, le nucléaire. Et donc, mais on pensait, c'est important pour l'Iran cet accident, parce qu'on pensait que lui, Ebrahim Raisi, 63 ans, qui meurt dans cet accident, était bien placé pour lui succéder. Il y a un système très compliqué où le guide est élu plus ou moins à vie par ce qu'on appelle l'Assemblée des experts, qui est une assemblée uniquement religieuse, composée uniquement de membres du clergé chiite, qui élit le guide de la révolution, qui doit lui-même être l'équivalent chez nous d'un cardinal, si vous voulez. Un grand ayatollah, un marge, comme on dit, un marge taqlib, une source d'imitation, parce qu'en fait, le régime iranien, c'est le régime du velayat faqih, c'est-à-dire du gouvernement du docte, du gouvernement du clerc, du gouvernement des doctes en religion. Il n'y a pas du tout, évidemment, de séparation du politique et du religieux. Pour gouverner, le pouvoir appartient aux religieux en Iran. Lui-même, le président Raisi, ne s'habillait que dans de stricts vêtements religieux du clergé chiite. Alors, il est souvent présenté, justement, vous l'avez dit, on le dit comme un pion, et vous l'avez dit, il a même été placé finalement à cette présidence. Est-ce que quand on entend toutes ces ambitions pour devenir le futur ayatollah, est-ce qu'on peut quand même penser que, au-delà du pion, il y avait quand même un stratège politique et qu'il suivait finalement la route qui lui permettait derrière d'accéder au plus haut niveau de responsabilité de l'État iranien? Oui, mais écoutez, c'était un dur du régime. Donc, quand on a laissé un tout petit peu de liberté, c'est-à-dire quand on a laissé la liberté au corps électoral et qu'on a surtout pas trop restreint les candidatures, parce que le problème des scrutins en Iran, c'est pas du tout l'exercice du scrutin, c'est qui a le droit d'être candidat. Et là, alors, il y a eu cette phase, je dirais, d'un certain libéralisme, ouverture à l'extérieur avec Rouhani, parce qu'on pensait à l'époque qu'une réconciliation avec les Américains était possible, d'autant plus que Barack Obama avait proposé, vous vous souvenez, c'était au Nouvel An à Nowruz, le Nouvel An iranien, qui se fait toujours qui se fait toujours à peu près au mois de mars, et le Nouvel An, à l'occasion du Nouvel An iranien, Barack Obama, le président des États-Unis, avait proposé un accord, avait proposé de renouer les relations, en fait, avec le peuple et même avec le gouvernement iranien, et avait commencé les grandes négociations avec les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les grandes négociations sur le nucléaire iranien, et finalement, grâce aux efforts de négociation du vice-président Kerry, nous avions eu cet accord historique du 14 juillet 2015. Et donc, l'Iran commençait à se rapprocher, à réintégrer petit à petit, progressivement, la communauté internationale et commençait surtout à avoir ces sanctions levées. Mais les Américains ont fait jeu à part avec Trump en 2018
Et il faut le dire, les Européens n'ont pas été capables, alors qu'il avait été constaté par l'Agence internationale d'énergie atomique que l'Iran satisfaisait bien euh, aux conditions de l'accord de 2015, remplissait bien ses obligations. Eh bien, malgré cela, les autres puissances, les Européens, l'Allemagne, la France, etc., l'Angleterre, n'ont pas été capables d'honorer leurs paroles pratiquement, parce que, évidemment, il n'y a eu aucune sanction faite par la France ou par l'Europe contre l'Iran, mais les grandes firmes allemandes ou françaises ont eu trop peur de continuer à travailler en Iran. Je vous parle par exemple de Total ou de Peugeot, des firmes comme cela, de peur des sanctions américaines. Et donc, en fait, le fait que les Américains se soient retirés unilatéralement a fait que l'Iran a tout perdu d'avoir accepté les conditions de la communauté internationale. Et donc, l'Iran, en fait, s'est remis à enrichir de l'uranium et donc s'est remis dans son programme nucléaire qu'il prétend être civil, mais qui est évidemment aussi militaire. Comment peut-on imaginer que vont évoluer les relations diplomatiques de l'Iran après la mort du président? Est-ce qu'il avait une réelle influence sur ces relations ou bien est-ce que tout va continuer Alors, son cours le président était un dur, c'était une constatation en fait par le guide et par le système religieux de l'impossibilité, selon eux, de négocier avec l'Occident. Pour eux, l'Occident ne tenait pas ses promesses, n'était pas capable de tenir ses promesses. Il y a bien eu des discussions par derrière, notamment grâce à la Suisse ou grâce à Oman ou grâce à des personnalités au Liban, mais des discussions, je dirais, secrètes et de deuxième niveau. Il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, vous avez, en tout cas selon la diplomatie américaine, euh, deux axes, en fait. Vous avez un axe, enfin l'axe occidental dans le monde, et puis l'axe des régimes autoritaires, c'est-à-dire l'Iran, la Russie, la Chine. Et ces deux axes sont en confrontation technologique et commerciale, et sont évidemment en désaccord sur la guerre d'Ukraine. Et ces deux axes essayent de conquérir les pays du sud global, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. Et l'Iran est dans ce grand match. Et l'Iran, donc, a choisi son camp, qui est très paradoxal, c'est qu'il a choisi la Russie. Vous savez qu'il livre des drones à la Russie, qui combattent sur le front ukrainien. Je dis que c'est paradoxal parce que les deux rivaux dans la région, ça a toujours été Téhéran et Moscou, ou Ispahan autrefois et Moscou, puisqu'en fait, l'expansion de l'Empire russe vers les mers chaudes s'est fait au début du 19e siècle, au détriment de l'Iran, de la Perse, après que les Anglais eurent lâché les Iraniens, la Perse, eh bien les Russes ont pu avancer. C'est à ce moment-là que ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan, mais qui était iranien, est venu dans l'Empire russe, qui était ensuite évidemment l'URSS, mais Azerbaïdjan qui est aujourd'hui un pays indépendant.
Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers Israël. Certains se demandent même dans quelle mesure Israël ne pourrait pas être intervenu dans le crash de cet hélicoptère. Quelles vont être la suite, selon vous, des relations entre l'Iran et Israël? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait une bonne matière lorsqu'on a appris ça, Mm. un roman d'espionnage, parce que l'accident de l'hélicoptère est survenu tout près de la frontière avec l'Azerbaïdjan, après l'inauguration d'un barrage hydroélectrique à laquelle assistait aussi le président azerbaïdjanais, le président Aliyev, euh, et qu'il se trouve que Israël, qui est un allié stratégique de l'Azerbaïdjan, Israël a des bases d'observation, en fait, des bases militaires d'observation de la frontière. Donc, on parle de la frontière nord-ouest de l'Iran, des bases qui sont situées sur le territoire azerbaïdjanais. Mm. Donc, c'est très facile, effectivement, de penser que ce n'est pas un accident, mais que c'est un attentat réussi, d'autant plus que, comme vous en souvenez, il y a eu tout ce bras de fer, cette démonstration de force entre l'Iran et Israël, avec des bombardements directs et réciproques des territoires, ce qui n'avait pas eu lieu depuis le changement de politique de l'Iran, parce que sous le Shah, avant la révolution islamique, l'Iran était le meilleur ami d'Israël. Dans leur histoire, en fait, les Perses n'ont jamais été que les amis des Juifs et des Israéliens. Les Perses n'ont jamais fait dans leur histoire que libérer les Juifs Mm. avec Cyrus le Grand, mais peu importe. Là, ça a été changé par le gouvernement, le nouveau gouvernement islamique, mais ils s'étaient jamais fait la guerre. Là, ils se sont fait la guerre de manière très maîtrisée. Il n'y avait pas eu de morts, vous vous souvenez, ou très peu. Ça avait commencé par un bombardement israélien en Syrie qui avait tué un des responsables, un des chefs militaires des gardiens de la révolution iranienne. Mais il y avait tout ce show de force, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et donc, effectivement, les complotistes peuvent penser qu'il s'agit d'un attentat israélien. Eh bien, en fait, non, les accidents, Ça arrive. ça arrive, Mm. surtout quand il y a des montagnes et il y a du brouillard, ce qui était le cas à ce moment-là. Mais d'ailleurs, Israël, c'est intéressant, par des voies détournées, a quand même bien pris soin de préciser Mm. qu'il n'était absolument pas impliqué dans cet attentat. C'est quand Israël fait des assassinats ciblés, Israël en a fait un certain nombre à Téhéran même, notamment, ils ont assassiné plusieurs savants nucléaires dans les rues de Téhéran, mais ils ne revendiquent jamais leurs assassinats à l'étranger, qui sont évidemment illégaux au regard du droit international. Euh, et donc, ils ne parlent jamais d'affaires extérieures. Mais là, ils ont tenu, par des voies détournées, à préciser qu'ils n'étaient absolument pas Mm. impliqués dans cette affaire. Et personne, d'ailleurs, de sérieux ne croit qu'Israël est impliqué dans cet accident qui Mm. est un accident. Merci beaucoup Renaud Girard de nous avoir permis de faire le point sur cette affaire qui reste assez floue, hein. C'est toujours des zones assez compliquées, beaucoup d'histoires, beaucoup de politique. Donc merci de nous avoir éclairés là-dessus. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro et chers auditeurs, vous pouvez retrouver donc la chronique de Renaud Girard à ce sujet ce matin dans le Figaro. Merci beaucoup Renaud Girard et à très bientôt.